Installez-vous, je vous en prie, comme vous voulez. Alors, je vous présente rapidement quand même. Évidemment, je terminerai par Natacha parce que je vais tout de suite emballer le débat avec vous. Benoît de Ruffray, président du groupe Eiffage, 80 000 salariés, 3e major français, 5e européen, la construction, les routes, le métal, le ferroviaire, l'énergie évidemment, les concessions, 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je l'ai dit, 80 000 salariés. Benoît Coquard, merci aussi d'être avec nous, directeur général du groupe Legrand, infrastructure électrique et numérique du bâtiment, 38 000 collaborateurs, 90 pays. J'ai découvert ça en allant sur le site, je ne savais pas que vous étiez à ce point international, un peu plus de 8 milliards et demi de chiffre d'affaires. Olivier Nicolin, merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de Nicomatic, qui est une entreprise de Haute-Savoie qui réalise 100 millions de chiffre d'affaires en fabriquant des micro-connecteurs. Ne me demandez pas en quoi ça consiste. Mais c'est très, très, très technique. En tout cas, vous dites même sur le site qui vous présente que vous êtes sur une niche très, très pointue et que ça fonctionne bien. Entreprise libérée, on va voir que c'est une autre approche aussi des achats, même si on va se retrouver les uns et les autres dans notre cheminement. Natacha, alors Natacha, faut-il vraiment la présenter? Docteur en sciences de gestion, elle enseigne à l'université de Grenoble, elle est directrice académique du master d'ESMA de management des achats de Grenoble, c'est une amie du CNA. De Grenoble, IAE. Ouais, mais alors là, dans ces cas-là, on passe la matinée à vous présenter, vous comprenez? C'est comme si moi je commençais en disant je suis de Marseille. Je ne vais pas le dire quand même, ça serait redondant. Alors, vous allez m'aider, Natacha, à introduire ce débat. On a parlé d'acheteurs augmentés, de fonctions achat élargi. L'achat serait un peu partout dans la stratégie de l'entreprise. Notre sujet ici, dans cette table ronde, c'est patron-acheteur, le duo gagnant. Est-ce que c'est une façon de dire que la fonction achat a un nouveau positionnement très clair dans l'entreprise? Alors déjà, je voudrais vous poser une question dans l'Assemblée. Est-ce que dans votre entreprise, est-ce que vous faites partie des entreprises dans lesquelles 45% des PDG au niveau mondial considèrent que leur entreprise, elle ne sera pas viable à 10 ans si elle continue sur sa lancée? C'est la dernière étude de PwC qui a été réalisée au niveau mondial. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un enjeu très fort au niveau mondial, c'est la transformation des entreprises et la transformation de leur business model. Et les autres, les 55%, ils n'ont pas besoin de transformer leur business model parce qu'ils sont solides, mais sauf qu'ils comprennent bien que compte tenu de la turbulence dans laquelle on vit, il va peut-être falloir quand même être sur une dynamique de changement. Donc pour moi, il y a une mission clé de la fonction achat, qui est de soutenir la transformation des business models des entreprises et d'accompagner le changement des entreprises. Ça veut dire qu'un acheteur, s'il veut être pertinent, avant toute chose, il comprend où son entreprise veut aller, il comprend sa stratégie, il comprend sa vision et il comprend ses enjeux. Et là, véritablement, il sera pertinent. Et ça, c'est nouveau. On est bien d'accord, c'est une nouvelle approche. Ça a toujours été véridique, mais par contre, on n'a jamais été sur un tel bouleversement. C'est-à-dire qu'on n'a jamais été sur une transformation aussi forte. Et ça veut dire aussi que la fonction achat va devoir se transformer. Et ça interpelle quand même aussi, même si on en discutera certainement après, ça interpelle aussi quand même sur notre dénomination. On achète. Enfin, à mon sens, acheter, c'est du ressort de l'ancien monde, d'un monde linéaire. On extrait, on achète, on produit, on vend, on consomme, on jette. Je pense que la fonction achat va devoir aussi de plus en plus s'inscrire dans une dynamique d'économie circulaire et sociale. Et donc, juste 3 exemples très rapides. Mais plutôt que d'acheter des équipements, pourquoi vous ne partagez pas, vous ne rentrez pas dans l'économie collaborative inter-entreprise, puis vous partagez des équipements sur une plateforme digitale comme EquipmentShare aux États-Unis? Plutôt que d'acheter des actifs, pourquoi vous ne rentrez pas dans l'économie de la fonctionnalité et vous payez à l'usage? Et puis enfin, un dernier exemple, plutôt que d'acheter de l'énergie, pourquoi est-ce qu'on ne serait pas sur une logique où la fonction achat serait beaucoup plus force de proposition pour aller récupérer la chaleur fatale, comme Yoplait le fait en Isère, ils récupèrent la chaleur fatale, ils réinjectent dans leur processus de production, et puis comme ils ont beaucoup de chaleur fatale, ça irrigue, ça va permettre de chauffer 800 logements sociaux. Vous cochez toutes les cases, le social, l'environnement, moins 50% d'émissions de CO2, et la dimension des coûts, vous diminuez votre performance. Vous nous dites, au début vous nous faites peur, vous dites le monde change, oui. Et si vous ne changez pas, vous allez tous mourir, donc ça fait plaisir, déjà qu'il pleut, tout va bien. Mais vous rattrapez en disant, mais les acheteurs vont jouer un rôle majeur dans ce changement. Benoît Coquard, d'abord, comment vous recevez ces propos et chez vous, comment ça s'organise? Est-ce que vous ressentez cette nouvelle place des achats?
Alors, bon, je pense qu'on fait partie des 55% d'entreprises qui ne vont pas mourir dans 10 ans, mais chacun peut apprécier ce ratio à l'aune de sa stratégie. Alors, nous, la fonction achat est traditionnellement très, très importante chez Legrand. Alors, à commencer, ça semble un peu has-been, mais il faut le dire quand même, pour des questions de compétitivité. Vous savez, on est un industriel, et souvent, chez les industriels, on est un peu obsédé par les sites de fabrication, le coût de la main-d'œuvre directe, ce qu'on appelle le footprint. Bon. Chez Legrand, la main-d'œuvre directe, c'est 7% du chiffre d'affaires, les achats, c'est 33% du chiffre d'affaires. Donc en termes de base de coûts sur laquelle travailler, les achats, c'est très très important. Achats de matières premières, de composants, de services, etc. Bon, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est vrai que la fonction s'est considérablement diversifiée au fil des années. On parlait tout à l'heure de scope 1, 2, 3. Bon, pour Legrand, scope 1 et 2, c'est-à-dire émissions directes, c'est 2% des émissions de CO2. Scope 3, c'est 98%. Et 17% de ces 98%, c'est les fournisseurs. Donc on ne peut pas atteindre nos objectifs de neutralité carbone 2050 et les réductions sur lesquelles on s'est engagé en 2030 sans travailler avec nos fournisseurs sur une réduction très significative de leurs émissions de CO2. Voilà, donc compétitivité CO2. On pourrait parler également de la disponibilité. Ça, c'est un sujet qu'on a connu malheureusement il y a 2 ans quand il y a eu des gros problèmes de disponibilité des composants, notamment venant de Chine. La fonction achat a eu un rôle absolument critique pour permettre tout simplement aux usines de fonctionner. Donc voilà, je crois qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on pouvait jauger la fonction achat un peu à l'aune on veut acheter de la qualité au bon prix. Maintenant, on va avoir de la qualité au bon prix, dans une thématique de réduction des risques, d'avoir des choses qui soient disponibles, de travailler avec des fournisseurs qui sont écologiquement responsables, qui nous aident à faire nos objectifs de réduction carbone, avec des fournisseurs qui sont beaucoup aussi... plus transverse. Voilà, il y a beaucoup plus de dimensions dans la relation achat que je pense il y a une quinzaine d'années. Benoît de Ruffray, cette approche-là, vous y adhérez évidemment. Oui, j'y adhère, d'autant plus que, en fait, dans nos métiers du BTP, de manière générique ou aux concessions, on va jusqu'à être maître d'ouvrage. En fait, on est fondamentalement des installateurs. Donc, quelque part, notre valeur ajoutée, c'est comprendre ce qui se passe en amont pour être capable d'être force de proposition. Donc, c'est bien l'aspect très amont des fonctions achats. J'aime pas beaucoup le terme acheteur, mais on y reviendra. Qui finalement est une vigie, fait de la veille. J'ai bien aimé la présentation des CNA. Cette veille pour l'entreprise, elle est fondamentale. Et quand on parle des enjeux environnementaux, ce qui est très intéressant dans nos métiers, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de valeur est à l'interface entre les métiers. Et donc, les fonctions transverses de l'entreprise, que ce soit en développement durable, que ce soit autour des achats, c'est des accélérateurs de transversalité. Et du coup, sont capables finalement, avec l'écosystème des amont, voire aval, mais surtout amont avec les fournisseurs, d'aller être source de propositions entre nos métiers pour finalement avoir la meilleure offre, parce que c'est ça qui nous fera survivre. Fondamentalement, c'est de rester à être capable de mettre en avant des choses qui intéressent nos clients, parce que sinon, sans nos clients, on n'existe pas. Et sur la partie transition écologique et même scope 1 et 2 et 3, puisqu'on en parle, et alors 80%, chez nous c'est 83, mais vous savez, oui. L'avantage c'est que je fais ça avec Jean-Luc, donc j'ai peut-être un petit avantage sur d'autres dans la salle. Mais fondamentalement, moi j'aime bien dire une chose. C'est très compliqué de calculer les scopes 1 et 2 pour une entreprise. Alors à mes chers fournisseurs, je leur dis l'avantage, c'est que mon scope 3, c'est votre scope 1 et 2. Donc plus je travaille avec vous, plus mon scope 3 il va être juste. Donc fondamentalement, je pense qu'on a tous besoin de remonter sur nos chaînes, parce que c'est aussi comme ça qu'on mesurera bien. Et puis en matière de transformation, on ne progresse que sur ce qu'on mesure. Donc l'urgence, ce n'est pas des engagements à moins X%, c'est bien de commencer à compter et mesurer. Ça fait 2000 ans qu'on compte des francs, des écus ou des euros, et on a encore des normes comptables qui bougent. Carbone, ça fait pas très longtemps, donc il vaut mieux qu'on s'y mette à plusieurs si on veut aller vite. Voilà. Alors, on va poursuivre cette première introduction avec vous, Olivier Nicolin. Entreprise libérée, certes, entreprise qui fait 100 millions d'euros, on n'est pas sur le même volume, mais évidemment la même taille. Vous n'avez pas de service achat.
Tout à fait. Comment vous fonctionnez? Mais j'ai beaucoup d'acheteurs, donc je vous rassure, on a besoin de la fonction achat. Je n'aime pas non plus trop le terme acheteur. Donc c'est une entreprise familiale, donc créée par mon père en 1976, qu'on a repris avec mon frère en 2008. Donc pour ceux qui se souviennent, 2008 c'était une période aussi un peu chahutée, donc de transformation. Donc on a bien commencé. Et donc à cette époque-là, on s'est dit justement que c'était intéressant de comment on va se différencier, parce que je pense que ce qui est important dans une entreprise, c'est d'être en capacité de se différencier. Donc Nicomatic, à cette époque, faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à peine. Et donc, voilà, on était une PME, on est passé au stade de TI, on verra la notion grande entreprise un peu plus tard. Mais donc on a un peu suivi toutes ces différentes étapes. Et c'est vrai qu'au moment de cette transition, ce qui était intéressant, c'était de dire comment on va s'organiser. Donc on pouvait partir sur un modèle relativement standard. Donc on a été très bon à passer toutes les normes aéronautiques EN 9100 de performance que nos clients pouvaient nous demander, mais ça ne permettait pas une différenciation. Donc la différenciation s'est faite principalement justement sur l'humain, sur l'organisation et sur la confiance. Et sur les achats, vous m'avez dit on a beaucoup d'acheteurs, mais pas de services achats. Voilà. Et vous avez vu une transformation au cours de ces 15 années à partir d'où? C'est ça. Donc, parce qu'en fait, c'était très centralisé, en fait, comme on pouvait avoir un rôle très siloté des achats il y a une quinzaine d'années. Et l'évolution, c'était la transversalité qui a été déjà évoquée, de savoir travailler avec l'ensemble, on va dire, des fonctions de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, chez Nicomatic, pratiquement la moitié des collaborateurs, en tout cas en France, sont capables et sont en capacité de pouvoir avoir une relation avec des fournisseurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est 67% de notre chiffre d'affaires qui est réalisé grâce en fait à nos fournisseurs et 75% de notre empreinte CO2. Donc c'est quelque chose de très important. Et donc en fait, on a 5-6 acheteurs qui permettent en fait de faire cette évolution, d'accompagner, on va dire, cette transversalité, de comprendre en fait les enjeux par rapport à cette transformation. Donc moi je me situe plutôt dans les 45 parce que voilà, donc on a encore plein de transformations à faire chez Nicomatic. Vous avez l'air d'avoir bonne mine quand même. Hein. Ça va, la transformation est de... Nous, on est plutôt rassurés. Hein, donc on est tous d'accord, Natacha, pour dire que cette notion de transversalité, de rôle beaucoup plus élargi, on la constate. Alors, les acheteurs jouent un rôle moteur dans l'innovation, notamment au service de la décarbonation. Et vous nous avez suggéré d'ailleurs l'exemple d'une action collective qui vise à trouver une alternative aux bouteilles en verre. Les acheteurs de L'Oréal, de Pernod Ricard et d'une dizaine d'autres groupes se sont unis pour développer des bouteilles en papier. Le reportage est signé Gilles Guérin. Regardez bien, ceci est la bouteille du futur. Une bouteille en papier mise au point par la société danoise Paboco. Et pour en arriver là, les acheteurs se sont mis à plusieurs. On a choisi de s'associer avec d'autres industries, d'autres sociétés comme Carlsberg, Coca-Cola, Absolut, P&G par exemple, parce que le marché du plastique est un marché qui est énorme et sur lequel tout seul on aura un faible impact, alors qu'en combinant toutes ces industries, on pourra beaucoup plus rapidement atteindre nos objectifs. Avec ses collaborateurs, Caroline Sauvant fait régulièrement le point sur ce nouveau produit. Notre fournisseur fait des échantillons selon les retours qu'on lui a fait d'amélioration. Ils arrivent ici et ils sont testés par les équipes packaging dans ce laboratoire. Comme c'est de l'innovation, il y a souvent des plans de test assez spécifiques. On utilise à la fois nos méthodes classiques, mais également des tests spécifiques. Par exemple, pour le carton, c'est tout ce qui concerne l'humidité. Au-delà des objectifs de réduction du plastique à l'horizon 2030, il y a un pari collectif sur l'avenir. Là, aujourd'hui, on est sur un schéma de partenariat où on va développer avec le fournisseur le produit. Donc c'est important qu'au niveau achat, on soit inclus dès l'origine du projet pour comprendre quels vont être les leviers de productivité, de rentabilité aussi, mais pour le fournisseur, de sécurisation des marchés. On va acheter de la pulpe, on va acheter plein d'éléments qui ne seront pas du plastique cette fois. Et c'est important qu'on connaisse ces supply chains, la manière d'approvisionner ces nouveaux matériaux pour qu'on soit sécurisé également sur toute la chaîne d'approvisionnement. Et côté fabricant, on envisage l'avenir sereinement. Et quand nous aurons terminé ce développement, nous n'allons pas mettre fin à cette relation. C'est une relation qui va et qui doit continuer,
mais elle sera d'autant plus forte qu'elle aura fait partie du projet dès le début. Cette bouteille en papier apparaît comme le symbole d'une union entre des acheteurs qui ont placé la décarbonation au centre de leurs préoccupations et qui ont mis les moyens pour y arriver. Alors, Natacha, un mot pour commenter ce reportage qui est quand même édifiant d'une nouvelle manière de travailler, des acheteurs qui travaillent ensemble alors qu'ils ne sont pas dans la même entreprise. C'est quoi? C'est une approche pas par filière, on n'est pas dans les mêmes métiers. C'est le besoin qui crée, c'est la nécessité qui crée l'alliance. C'est quoi? Qu'est-ce qui crée l'alliance? Vous savez résoudre une triple équation où, grosso modo, il y a une urgence. 6 des 9 limites planétaires sont franchies. Il y a un coût. On estime aujourd'hui c'est 3 000 milliards de dollars par an qu'il faudrait pour décarboner. Puis il y a un besoin d'innovation. L'Agence internationale de l'énergie nous dit que c'est 46% des technologies qui ne sont pas développées encore pour décarboner. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça? C'est simple, pour moi, il n'y a qu'une seule solution, et il le montre super bien, c'est de coopérer. Parce que la coopération va nous permettre, à un moment donné, de développer les nouvelles filières, de pouvoir industrialiser, de mettre à l'échelle. Et pour moi, au-delà de la coopération, je crois beaucoup, à mon sens, à l'avenir aussi de la coopétition. C'est-à-dire un mix entre la coopération et la compétition. Parce que si on veut décarboner et si on veut accélérer cette dynamique-là, on se rend compte que ce serait plus efficace si on travaillait dans le même secteur. Si on travaille dans le même secteur, avec les mêmes entreprises qui partagent les mêmes fournisseurs, il y a de grandes chances qu'on soit concurrents. Et donc, juste pour vous donner un exemple, je voudrais vous donner l'exemple de First Mover Coalition au niveau mondial. C'est plus d'une centaine de grandes entreprises au niveau mondial qui ont dit « Ok, on se met ensemble, on travaille par filière. » Tout ce qui est vraiment compliqué à décarboner, l'acier, le transport, l'aluminium, etc. Et on regroupe notre puissance d'achat pour pouvoir, à un moment donné, s'engager sur un certain nombre de projets. Et ça veut dire aussi qu'au niveau des achats, il faut qu'on change notre horizon temporel. C'est plus du long terme, c'est plus 3 ans. Du long terme, c'est 10 à 15 ans. Ça veut dire, juste par exemple, on parlait du packaging. En France, si l'américain Eastman, il est venu développer en Normandie la plus grande usine de recyclage moléculaire du plastique, en Normandie, chez nous, c'est parce que derrière, il y avait des engagements dans la durée de Danone, des acteurs de Danone, de Procter & Gamble, etc. Donc pour moi, il y a un enjeu clé, en tout cas, sur ce niveau-là. Après, on pourra peut-être parler aussi des données, parce qu'il y a des données qui sont clés. Et juste ce que je trouve intéressant, parce que tout, j'ai regardé ce que faisaient les acteurs autour de la table, cette logique de coopération, sincèrement, ce n'était pas prévu. Mais vous prenez Legrand, vous prenez Eiffage, ils se sont associés ensemble dans un club d'industriels bas carbone pour soutenir un certain nombre d'entreprises, pour accélérer la décarbonation. Alors, et ils sont dans cette dynamique-là. C'est quoi ce club, Benoît de Ruffray? Ça s'appelle Sequoia, en fait. Moi, je dis toujours que dans nos métiers du BTP, si un acteur dit qu'il a réussi la transition écologique avant les autres, il a rien compris. Parce que c'est totalement écosystémique. Donc, c'est né d'une volonté de faire des appels à projets qui toucheraient des startups, mais aussi des ETI ou même des acteurs un peu plus importants. Sur une problématique, en fait, on fait un appel à projet. Et très vite, en fait, ça n'a d'intérêt que si on met autour de la table un certain nombre d'acteurs de filière, puisque c'est pas les gens qui ont des belles idées, c'est pas forcément l'argent qui manque. C'est la première référence dans nos métiers. Et fondamentalement, avoir autour de la table des industriels qui vont choisir et puis désigner des lauréats, comme on dit toujours, ça n'a d'intérêt que si l'un de nous se dit « avec cette idée-là, je peux faire quelque chose ». Et quelque part, c'est ce qu'on offre. Et ça fait quelques années qu'on fait des appels à projets et on a eu des très belles aventures, finalement, avec parfois des gens qui sont allés s'épanouir. On a vu par exemple, tout le monde a des pots de peinture chez soi, j'imagine. Vous savez, il reste, ça embarrasse. Alors il y a encore les déchetteries qui les accueillent. Et le principe de Circooler, c'était de récupérer ces fonds de pot pour en faire toute une gamme de couleurs. Alors c'est vrai, quand ils ont reçu la première commande d'un de nos patrons chez nous qui avait trouvé ça génial, ils avaient un énorme problème industriel parce qu'ils n'avaient jamais vu une commande pareille. Mais c'est pas grave. Parce qu'il en reste beaucoup au fond chaque fois. Finalement, leur difficulté, c'est devenu la collecte, c'est devenu l'industrialisation. Et alors, on parle d'économie circulaire. C'est vrai que nous, on est des installateurs. Mais demain, par rapport à Benoît, on est aussi le premier collecteur de la déconstruction, puisque déjà, il ne faut plus qu'on démolisse, il faut qu'on déconstruise. Ça paraît simple, mais c'est un autre métier. On a des gros problèmes de normes et il faut qu'on
qu'on soit capable finalement, demain, des acteurs comme nous, dans les métiers que je connais, on va devenir des acteurs de nos fournisseurs. Donc vous voyez, la relation, elle devient à 360 degrés, parce que sinon, l'économie circulaire, on n'arrivera pas à la faire décoller. Donc c'est vrai que c'est partie d'innovation des équipes chez nous du développement durable et des achats. Et puis on l'a ouvert, et puis ça fonctionne. Ça fait un certain nombre d'années qu'on le fait. Et je trouve ça très intéressant. Benoît Coquard, c'est un risque, c'est pas culturel, hein, c'est pas ancré dans la culture des entrepreneurs français de partager, y compris avec le concurrent, des démarches communes pour améliorer un process ou jouer la décarbonation plus intelligemment. Alors d'abord, je voulais préciser à Benoît que nous, les grosses commandes ne nous font pas peur, voilà, pour que les choses soient posées sur la table. Non, alors Eiffage n'est pour nous pas un concurrent, Eiffage est un partenaire et un client, mais je crois que Benoît l'a dit à juste titre, on est un écosystème complet et fabricants, installateurs, distributeurs, apporteurs de services, etc., devront travailler de concert pour pouvoir répondre aux défis de notre temps. Si on revient à la fonction achat, c'est vrai que ça implique que les acheteurs travaillent beaucoup plus étroitement ensemble. Ça implique aussi que les acheteurs s'intéressent encore plus à la technologie. Parce que si on veut... par exemple, on a chez Legrand des objectifs de consommation de plastique et de métaux recyclés. Donc on l'a dit publiquement, on veut à terme que 15% de nos plastiques soient du plastique recyclé, 40% de nos métaux soient des métaux recyclés. Bon, on y sera probablement cette année pour les métaux, on n'y sera pas encore pour les plastiques parce que c'est plus compliqué. Si on veut faire ça, il ne suffit pas uniquement aux acheteurs d'aller voir le marché en disant on veut les plastiques recyclés, on veut les plastiques recyclés, ça ne suffit pas. Il faut travailler sur les process. Et par exemple, on est en train de travailler sur une gaine année avec une technologie d'extrusion qu'on appelle tricouche qui permet d'être à 40% de plastique recyclé. La technologie précédente, bicouche, c'était 30%. La technologie classique, le mélange, c'était 10%. Bon, pour ça, il faut que nos acheteurs travaillent en bonne intelligence avec nos équipes R&D, mais aussi avec nos clients, pour que nos clients nous disent c'est acceptable, peut-être que la couleur tiendra un petit peu moins dans le temps, mais c'est pas très grave parce que de toute façon, les gaines, elles sont dans le mur, elles sont pas visibles du client. Voilà, donc c'est achat, équipe de R&D, de marketing, de développement, et puis toute la chaîne aval qui doit permettre de travailler sur ces sujets-là. Olivier, sur ces questions-là, vous êtes concerné de quelle façon à votre niveau, dans votre ETI ? Donc, nous, on essaye beaucoup de choses. Donc, ce qu'on essaie de faire, on développe beaucoup la notion d'intrapreneuriat. Et donc de dire, par exemple, que les achats peuvent aider à trouver, on va dire, des bons partenaires pour pouvoir passer à justement la première commande. Parce que ce qui est important, c'est d'être en capacité de dire, il n'y aura pas seulement Nicomatic qui pourra peut-être passer une première commande, mais surtout trouver un client à l'extérieur. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le client peut être aussi un fournisseur. Donc c'est aussi quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose d'important que l'on développe chez nous pour avoir un réseau le plus important possible et en fait avoir confiance. Donc en fait, la coopétition, on l'a fait aussi avec, bien sûr, avec nos principaux concurrents. Parce qu'en fait, notre marché, qui est un marché, on va dire, de la défense du spatial, donc on n'a pas la notion de grosses commandes, même si ces temps-ci, elles sont un peu plus importantes. Mais ce n'est pas du tout dans notre philosophie. Donc, il faut avoir une autre relation en fait, à l'écosystème par rapport en fait, à une notion de volume qu'on peut avoir sur d'autres marchés. Est-ce que, oui, pour rebondir sur cet enjeu de décarbonation, parce que l'économie circulaire, c'est pour décarboner, Benoît de Ruffray parlait des enjeux aussi de la data. Et quand on fait de la coopétition, c'est effectivement, ou de la coopération, hein, mais je disais, je pense qu'on ira de plus en plus vers la coopétition. C'est d'un premier point, c'est pour créer les écosystèmes de demain et pour faire en sorte qu'on les crée plus vite. Mais le deuxième point de la coopétition, c'est parce qu'il y a des enjeux de partage de données. Et ce que disait Benoît de Ruffray, si on n'est pas capable d'avoir de la donnée, on ne sera pas capable de décarboner. Et donc, il faut qu'on soit capable de calculer déjà, alors évidemment, scope 2, scope 3, etc., mais aussi l'empreinte carbone du produit. Parce qu'en tant qu'acheteur, il faut que je sois capable aussi de comparer deux produits. Alors effectivement, il y a des normes internationales. Vous avez l'ISO 14040 sur l'analyse du cycle de vie des produits, vous avez l'ISO 14067 sur justement l'empreinte carbone des produits. Mais le problème, c'est que dans certains secteurs, c'est tellement compliqué, les supply chains sont tellement complexes, que chaque fournisseur il a sa propre méthodologie et que chaque acheteur il a ses propres exigences. Donc on ne s'en sort pas.
Et c'est pour ça que de plus en plus, on a compris qu'il fallait demander premièrement qu'on se mette d'accord sur des méthodologies. Donc ça, c'est ce qu'on voit par exemple dans la chimie. Tous les acteurs de la chimie, ils sont tous en concurrence, mais ils ont tous les mêmes fournisseurs. Ils ont réfléchi tous ensemble sur comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les mêmes approches. Ça, c'est Together for Sustainability. Ou alors dans les batteries, c'est l'alliance, justement, la Global Battery Alliance, qui va se mettre d'accord aussi sur des règles et sur des normes et qui va partager de la donnée derrière. Et je pense que Benoît de Ruffray pourra nous parler aussi d'une initiative par rapport à ce que fait justement aussi Eiffage dans cette dynamique-là. Mais si on pousse la logique, il ne faut pas être naïf. Il y a plein d'industriels qui ne veulent pas divulguer la composition même de leurs produits parce que c'est du savoir-faire, parce que c'est leur avantage concurrentiel. Et donc, je voudrais juste vous parler d'une initiative que je trouve très intéressante qui s'appelle PACT, Partnership for Carbon Transparency, dans laquelle ils se sont mis d'accord sur des méthodologies, mais en plus, ils ont proposé une solution technologique, c'est du calcul cryptographique, dans lequel on fait du calcul multipartite sécurisé, où vous allez pouvoir calculer l'empreinte carbone d'un produit, mais sans avoir à diffuser vos propres données aux autres. Et si je vous en parle, c'est parce que c'est en open source. Donc on est sur des approches qui sont très intéressantes. Vous dites que ça n'existe pas encore dans le bâtiment, ça. Bon, on avance. Non, en fait, si vous voulez, c'est un bon exemple. Je vais vous parler de Blue One. C'est un bon exemple d'innovation qui provient des équipes d'achat. Parce que finalement, et pour moi, c'est très intéressant comme exemple parce que la base, c'était de dire, finalement, on a des catalogues, on a plein de relations fournisseurs très importantes. Finalement, pourquoi on ne ferait pas une place de marché ? Et vous savez, c'est l'achat traditionnel, c'est le volume qu'on va chercher. Et dans mes échanges, j'ai dit, non, nous, on n'est pas une place de marché. Par contre, qu'est-ce qu'on peut faire de différent ? Et du coup, avec beaucoup de réflexion de la part des équipes, à la fois du développement durable, des achats et des échanges en direct avec moi, on est parti de cet élément en disant, pour aider finalement en interne l'ensemble des équipes qui font des achats, mais ça peut être un conducteur de travaux sur un chantier, c'est pas forcément un acheteur en termes de fonction. Chez nous, c'est excessivement ouvert. Comment on peut finalement l'aider à comprendre et à commencer à avoir des éléments de mesure. Et du coup, la création de Blue One, ça a été de dire, on va voir nos fournisseurs. Et pour rentrer sur Blue One, finalement, il y a un triptyque. On a toujours eu des données prix quand on fait des achats. On a toujours eu des données techniques, sinon on n'est pas un bon acheteur, hein, si on commence à comparer des choses qui ne sont pas comparables techniquement. Donc ces deux éléments, ça allait. Et finalement, le poids carbone, où est-ce qu'il est ? On a du mal à le comprendre. Donc le principe, ça a été de dire, oui, une place de marché, mais fondamentalement, la seule exigence qu'on lui donne, ce n'est pas une exigence qualitative en disant ce produit il est mieux que l'autre. C'est une transparence sur son contenu carbone, hors transport bien évidemment, pour être capable de faire la différence, bien évidemment. Le but derrière ça, c'est de dire à nos fournisseurs, si vous faites le travail d'aller chercher votre ACV, on va le mettre en valeur, premier élément. On n'utilise que des SUSI qui sont normés dans des bases qui sont au-delà de nous-mêmes, bien évidemment, souvent gouvernementales. Dieu sait s'il y en a en Europe. Et puis fondamentalement, on va éduquer au plus près du terrain, puisque dans l'acte d'achat, finalement, en même temps qu'on aura les euros, on aura le carbone. Et ça, pour moi, c'est un outil de transformation interne qui va nous permettre d'avancer. Et bien évidemment, aider aussi l'ensemble de nos partenaires, qui sont parfois des petites entreprises, des sous-traitants et autres. Si demain, on leur exige le poids carbone de ce qu'ils font chez nous, ils ne vont pas pouvoir suivre. Donc, il faut qu'on aille les aider. Et en se disant, en créant cet outil et cette place de marché, on pourra leur dire, si vous voulez faire votre bilan carbone, passez par là. Et vous pourrez aussi avoir des relations directes avec nos fournisseurs. Je pense que c'est un outil transformant. Ce qui est super, c'est qu'il est né finalement de ce travail collaboratif où on s'ouvre en amont, en aval. Donc c'est vraiment de là qu'on peut avancer, parce que je reste convaincu que c'est en mesurant qu'on progressera. Et voilà, c'est ça le positionnement que je demande à nos équipes. C'est dans un écosystème, montrer que vous êtes en avance, que vous allez aider à faire comprendre.
Et puis, bien sûr, ce qui compte, c'est toute petite commande dans le groupe quelque part qui soit capable de le faire et pas simplement les très grosses opérations, les très gros chantiers où c'est plus facile de structurer avec des spécialistes. Donc là aussi, c'est l'innovation au cœur de l'acte d'achat et surtout de la relation fournisseur qui est le plus important, bien évidemment. Alors, vous avez parlé de la relation fournisseur. Justement, on va poursuivre. Là aussi, elle aurait changé, cette relation. Elle se serait apaisée. On parle plus de partenariat. Alors, on a voulu vérifier. Et on s'est adressé à une société qui s'appelle MIHB, qui est une entreprise, une PME familiale, qui est spécialisée dans l'injection plastique de précision. Elle est basée dans l'Ain. Et elle fait des clés pour les automobiles, par exemple. Et donc, la directrice commerce et développement de la société, qui fait partie de la famille, qui a fondé cette PME, s'adresse à vous. Bonjour, je suis Margot, directrice commerce et développement chez MIHB. J'ai rejoint l'entreprise dirigée par mes parents, Frédéric et Stéphanie. Mon frère et moi-même, nous sommes la 3e génération. MIHB a plus de 50 ans d'expérience dans le domaine de la plasturgie et l'injection thermoplastique. Nous sommes présents dans les marchés de la mobilité, la domotique et d'autres industries. MIHB offre une solution complète et personnalisée, du co-design en passant par l'assemblage et la production. Notre point fort, notre force de proposition technique qui est très appréciée par nos clients. Lors de nos échanges avec nos clients, nous constatons souvent un déséquilibre à différents niveaux. Nous sommes oppressés par des délais non tenables, des objectifs de prix tirés vers le bas, des conditions générales souvent en notre défaveur et nous sommes appelés des sous-traitants. Une image dévalorisante malgré toute la technologie et les solutions techniques que nous pouvons vous apporter. Nous nous questionnons sur l'engagement et le positionnement des acheteurs, des grands donneurs d'ordre, sur la pérennisation et la protection du savoir-faire et l'accompagnement de l'innovation des PME familiales françaises. Voilà, elle dit des choses clairement, oui, pourquoi pas. Olivier, déséquilibre sur les délais, les prix, les conditions générales, on parle de sous-traitants. Je suis entre les deux, donc c'est bien comme ça. Ouais. Vous ne vous sentez pas concerné? Au contraire, au contraire. Alors, comment vous jugez ce Comme je disais, on a fait du décolletage donc en Haute-Savoie, donc on était sous-traitant et donc on avait cette attitude et mon papa nous a dit justement il a changé la transformation de Nicomatic qui est venu d'un acheteur qui l'avait réveillé un matin pour lui dire que les pièces n'étaient pas à l'heure ou n'étaient pas bonnes, etc., etc. Et donc il a dit plus jamais ça, maintenant je vais faire mes propres produits et je vais créer de la valeur par rapport à ça. Ah d'accord, oui. Mais c'était il y a une trentaine d'années, donc c'est pour ça que je parlais de changement par rapport à ça. Mais voilà, il y a une notion de transformation de l'Ashblard et donc la notion de déséquilibre. Nous on a fait une reverse evaluation. Donc en français, une évaluation inversée. Et donc, on a eu le résultat il n'y a pas très longtemps, parce que je savais que je venais au CNA, donc on a un petit peu regardé un peu tout ça. Et ce qui est intéressant, donc je vais le faire assez court, c'est vraiment la notion de transparence. Parce qu'en fait, voilà, ce qui m'a surpris, c'est que donc on a à peu près 1000 fournisseurs chez Nicomatic, on l'a fait sur 200 fournisseurs. Et il y a à peu près 40% seulement des fournisseurs qui nous ont dit on connaît bien Nicomatic. Alors que nous, on cherche à bien connaître nos fournisseurs, mais en fait, on n'est pas du tout ouvert dans l'autre sens. Alors, la faute à qui, comme on dit? La faute à moi déjà, parce que je commence. donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant, d'être vraiment transparent, de donner le maximum d'informations, d'aider, on va dire aussi nos fournisseurs à mieux nous connaître, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on va trouver des solutions ensemble. Donc c'est vraiment ça sur l'axe qu'on va travailler. Et à l'envers, les grands groupes pour lesquels vous travaillez, les relations sont de quelle nature? On essaie d'être le plus sans crainte. On essaie d'être le plus justement innovant possible, le personnalisé possible, pour qu'en fait la relation soit, on va dire, unique.
D'accord, donc en fait de sortir de la problématique ISO ou normative, même si on en a aussi beaucoup en Europe, comme ça a été dit. Et donc le fait de comprendre pourquoi en fait on s'aime tous les deux et pourquoi on est ensemble tous les deux et quelles sont les preuves d'amour que l'on a. Et les preuves d'amour, c'est rarement un contrat de mariage, même si on peut commencer comme ça. On peut aller après sur d'autres preuves d'amour. Et voilà, ne prenez pas l'exemple du mariage. Ça peut je fête les 20 ans de mariage demain, donc aussi, donc c'est important pour moi. Voilà. Enfin, on applaudit, mais on ne sait pas si ouais, merci en tout cas. Merci. Benoît Coquart, sur cette question des relations avec les fournisseurs, vous avez, les mots sont... Alors, c'est dit gentiment, mais les mots sont quand même un peu durs. Déséquilibre sur le délai, les prix, les conditions générales. On nous traite de sous-traitants et ça, c'est dévalorisant. Comment vous entendez ces... Non, moi, tout ce que cette dame a dit est très, très pertinent. C'est Legrand a 32 000 fournisseurs. Donc c'est beaucoup. Et dans ces 32 000 fournisseurs, il y a évidemment un certain nombre de grands groupes que tout le monde connaît, de plasturgie ou autre, mais il y a beaucoup de PME. Et on a fait le choix délibéré de travailler avec des PME, notamment avec des PME régionales. Vous savez qu'on est très implanté en France. Par exemple, on travaille avec beaucoup de PME de la région Nouvelle-Aquitaine parce que c'est notre bassin d'emploi naturel, etc. Donc nous, on attache beaucoup d'importance à la qualité des relations. On a fait partie, je pense, des pionniers. On a signé la charte achat fournisseur responsable en 2009. On a été labellisé à partir de 2012. Donc ça fait 12 ans qu'on a ce label, année après année. Et bon, ce n'est pas un label qui est donné sur notre bonne mine. Il y a des audits très très sérieux. Atelier sur la charte et le label dans les universités des achats, ne le loupez pas. On est très fiers de savoir que sur un ensemble de sujets, on est noté comme étant exceptionnel. Alors on l'est pas surtout, on a beaucoup d'améliorations à apporter, mais je crois qu'on... Voilà, donc on essaie beaucoup de s'améliorer. On fait également des enquêtes auprès de nos fournisseurs. Alors tous ne répondent pas, mais on a récemment lancé une enquête et 500 ont répondu avec des pistes d'amélioration, mais grosso modo un certain satisfecit. Donc moi je comprends parfaitement ce que dit cette personne et j'ai l'impression qu'on est plutôt une bonne pratique aujourd'hui dans cet univers-là. Moi, j'ai été étonné dans les propos qu'elle a tenus sur le fait que tout ce qui était volet décarbonation ne figurait pas. Or, j'avais l'impression que vous demandiez énormément à vos fournisseurs de démontrer leur capacité à décarboner leur production. Si je peux dire un mot sur ça, moi je pense qu'une initiative comme Blue On est une très très bonne initiative parce que souvent, les enjeux de décarbonation sont vus par les équipes comme étant une contrainte. C'est du coup, quand on dit on supprime le plastique et les usage unique, on fait de l'économie circulaire, on achète des plastiques ou des métaux recyclés, tout ça ne se fait pas à ISO coût. Donc souvent les équipes de marketing, de vente, voient ça comme une contrainte supplémentaire. Si on arrive à avoir des initiatives business qui disent mais c'est pas qu'une contrainte, ça peut nous permettre de nous différencier autrement que par le coût, parce qu'on aura des choses... intelligente à dire sur le sujet du poids carbone de nos produits, ça peut être un avantage concurrentiel. Voilà, moi je peux. Donc c'est aussi le message qu'on essaie de passer auprès de nos fournisseurs. Ne voyez pas, quand on vous dit décarboner, c'est pas uniquement une contrainte. Nous, progressivement, on va de plus en plus sélectionner des fournisseurs qui sont des bons fournisseurs en termes d'émissions carbone, en termes de diversité, inclusion, etc., etc. Alors, tout ça a un coût, mais ça va vous permettre aussi de vous différencier. Sur cette question des relations avec les fournisseurs. Non, j'ai beaucoup aimé la vidéo. Je pense que toute personne qui fait un acte d'achat, l'économie, c'est jamais linéaire. Et en fait, à chaque fois, ce qu'il faut se dire dans une relation fournisseur, c'est est-ce que j'aimerais qu'on me fasse la même chose? Et en fait, c'est une vision à 360 degrés de la relation. Comme l'économie est cyclique, vous avez des entreprises qui font énormément de rencontres fournisseurs quand malheureusement ils ont du mal et puis la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Puis c'est bizarre, 2-3 ans après, le cycle est reparti dans l'autre sens. Alors là, ils ont retrouvé de bonnes vieilles méthodes qui sont tout sauf bonnes. Et donc en fait, ce qu'il faut, c'est s'interroger constamment sur ce qui doit mener la relation fournisseur, qui est fondamentalement une histoire humaine, en fait, entre deux entreprises. Donc, à la fin, c'est des valeurs, c'est du comportement. Et si vous avez comme boussole ces valeurs et ce comportement, bien sûr qu'il y a des moments où vous vous sentirez dans une position un peu plus forte que d'autres, mais vous veillerez finalement parce que vous vous direz
Dans 2 ans, dans 3 ans, ça sera différent. Donc fondamentalement, il faut mettre une borne haute, une borne basse, et à la fin, c'est bien des valeurs et un comportement qu'il faut juger. Ça commence personnellement, après ça commence avec l'équipe dont vous vous occupez, et bien sûr l'entreprise dans sa globalité. Et c'est ça qu'il faut viser. C'est la seule chose qui compte. Natacha ? Rapidement, ce que ça m'évoque, la vidéo de MIHB, c'est une interrogation. C'est à quoi bon, grosso modo, avoir les coûts d'achat les plus bas en allant sourcer à l'autre bout de la planète ? À quoi bon avoir la supply chain la plus lean si en cas en fait, de crise mondiale majeure, l'entreprise potentiellement en meurt ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je pense qu'on est quand même dans un environnement où on va avoir de plus en plus quand même de crises climatiques, de crises géopolitiques, et au-delà des coûts, il y a un enjeu clé qui est la sécurisation. Et pour moi, l'avenir ne sera plus seulement aux entreprises les plus efficientes, l'avenir sera aux entreprises les plus résilientes. Ce qui veut dire que si un acheteur veut véritablement construire une supply chain résiliente, il a intérêt à diversifier ses zones de sourcing, et puis il a intérêt aussi quand même pour partie à avoir une partie de ses achats, typiquement ce que fait Legrand, en France ou en Europe. Or, si on veut véritablement avoir des fournisseurs forts en France et en Europe, oui, il faut de la qualité de la relation. Et je bois du petit lait quand Olivier Nicolin dit qu'il a fait de la reverse evaluation, parce que ça fait partie d'une de mes recherches que j'ai publiées. Et je prouve en fait, et c'est statistiquement significatif, que quand on fait de la reverse evaluation, on a un impact positif sur l'augmentation de la confiance, l'augmentation de la réactivité du fournisseur, plus d'innovation de la part du fournisseur, et sur tous les paramètres, coût, qualité, délai, etc. Donc ça, c'est quoi ? Quand on arrive à construire ça avec un fournisseur, on construit une supply chain plus résiliente. Et puis de l'autre côté, si c'est effectivement arrêtez d'évaluer vos fournisseurs, faites-vous évaluer par eux. Mon deuxième conseil, c'est arrêter d'épuiser les PME fournisseurs avec des demandes incessantes sur du reporting. Oui, je sais, on a du reporting CSRD qui va arriver, ça va être super compliqué pour les achats. On verra qu'il y a plein d'autres bonnes choses dans la CSRD aussi. Mais ici, ça veut dire que ça complique les choses. Alors une solution, c'est quoi ? Je voudrais juste vous parler d'une initiative pareil que je trouve très intéressante. Ça s'appelle Trust Your Supplier. Et l'idée, en fait, c'est une solution technologique qui va permettre à un fournisseur de créer une identité numérique unique, comme un passeport numérique, qui va pouvoir distribuer à plusieurs clients. Il n'aura pas besoin, en fait, à chaque fois, de remettre toutes les données à l'intérieur. En plus, c'est tracé, c'est sécurisé, c'est une solution blockchain. C'est un gain de temps, c'est un gain de coût, et puis ça permet d'éviter le surmenage. Il rentre une fois à un moment donné son empreinte carbone, et voilà, et tout ça à un moment donné. Et là, on fait quoi ? On fait une supply chain plus compliant. Supply chain plus résiliente, supply chain plus compliant, et je pense qu'on commence à tenir le bon bout aussi. Ça dépote, hein. Moi, j'applaudirais de temps en temps, mais bon, c'est marseillais. Mais pas... ouais. Alors, on a parlé de décarbonation. La fonction achat est très impliquée dans la RSE au sens large, hein, et notamment avec le S de RSE, social, sociétal, je ne sais plus. En tout cas, en matière d'inclusion, les acheteurs jouent un rôle aujourd'hui important. On s'est intéressé à l'exemple d'une société qui s'appelle Innovenco, qui a été fondée, sauf erreur de ma part, en 2014 par l'ami Thomas Saillard, qui est... oui, effectivement. Thomas est autiste, il est le chef de cette entreprise qui fournit à ses clients des travailleurs handicapés spécialisés, notamment dans les métiers de l'informatique, la big data, le cloud, la cybersécurité, mais pas que. Et on va voir à travers ce reportage signé Franck Léoni que, là encore, le rôle des achats a été important et continue d'être important dans le développement de Innovenco. Bonjour Thomas, tu vas bien ? Bonjour Séverine. On y va ? Oui. Ce matin, Thomas arrive au siège du Crédit Agricole à Montrouge. Thomas a créé Innovenco, une entreprise qui propose l'intervention de spécialistes en informatique, mais des spécialistes pas comme les autres. Ils sont tous en situation de handicap ou en insertion. Et depuis quelques années, Thomas constate une évolution dans les relations avec les acheteurs. Moi, je suis de formation informatique, je suis autiste, voilà, c'était vraiment le prolongement finalement de ma carrière de créer l'entreprise. Et on constate, nous, que les achats responsables et inclusifs ont pris un essor incroyable. Aujourd'hui, il n'y a pas une entreprise qui ne va pas travailler le sujet. Moi, je n'ai pas un jour qui passe sans qu'il y ait un acheteur, un directeur achat d'une entreprise qui ne me consulte pas en me disant Thomas, voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment on peut aller plus loin dans nos achats.
La collaboration entre Thomas et Séverine remonte à une dizaine d'années. Favoriser l'inclusion, le Crédit Agricole en fait une de ses priorités. À partir du moment où vous mettez des profils complémentaires qui ne se connaissent pas et qui ont une vision des choses différentes, vous enrichissez en fait la réflexion et vous enrichissez en fait ce que vous faites. Donc de ce fait-là, vous améliorez la performance dans l'entreprise. Et donc le rôle de l'acheteur, c'est d'influencer en fait ces prescripteurs pour aller, lorsqu'il y a une consultation pour une mission particulière, consulter une entreprise inclusive, et notamment Innovanco. Mais pour cela, il faut faire un travail de sensibilisation. Ce qui est important, c'est qu'évidemment, il faut former les acheteurs. Donc, on l'a fait au travers de webinars. On se fait aider aussi d'un organisme qui s'appelle le GESAT et d'une plateforme, la plateforme de l'inclusion, qui est une plateforme qui a été proposée en fait par le gouvernement. Et puis, on a mis en place ce qu'on appelle des fiches interbancaires. Donc, c'est des fiches qu'on a établies avec d'autres banques et qui sont spécialisées par catégorie d'achat et qui permettent d'identifier des fournisseurs qui sauront répondre à tel ou tel type de mission. Quand on l'interroge sur ses attentes, Thomas nous dresse le portrait robot de l'acheteur idéal. C'est quelqu'un qui comprend l'inclusion et qui va l'évangéliser à tous les niveaux en interne. On a besoin d'acheteurs et de direction achat qui sont les pivots. Les pivots entre les prescripteurs qui ont des besoins et cette transformation RSE pour que dès le cahier des charges, on dise, bah voilà, là on peut consulter une entreprise inclusive. Depuis le début de leur collaboration, une quinzaine de salariés d'Innovanco sont venus travailler au Crédit Agricole. Voilà, collaboration Innovanco, Crédit Agricole. Il est ici, Thomas, avec un reportage comme ça, Thomas, je pense que ça va bondir l'activité là. Hein. En tout cas, juste un mot rapide sur votre réaction à cette entreprise, d'ailleurs à ce qu'elle fait, et au rôle des acheteurs. Benoît Coquart. Oh ben c'est remarquable et ça fait partie des sujets sur lesquels les services achats sont de plus en plus mobilisés, mais comme beaucoup de sujets, parce que finalement aujourd'hui, toute l'analyse chaîne de valeur conduit les entreprises à dire ce qui est important, c'est ce que je fais, mais c'est aussi ce que je fais avec mes fournisseurs, avec mes clients, etc. Donc nous, par exemple, on a des initiatives. On a mis le travail avec des fournisseurs diversité inclusion dans notre feuille de route CSR. Donc c'est pas un truc. Vous savez, on fonctionne par feuille de route. Donc on dit bon voilà, nos objectifs 2022-2024, c'est de réduire de temps nos émissions carbone, c'est d'avoir tant de fournisseurs qui soient labellisés DNI. Et on a aujourd'hui 180 courants d'affaires avec des fournisseurs qui sont labellisés diversité et inclusion, avec une thématique qui peut être un peu différente en fonction des pays. Alors en France, on travaille beaucoup avec des personnes en situation de handicap. Vous connaissez les signes exit ou sortie, que vous avez, les petits bonhommes verts là, que vous avez à la sortie des bâtiments publics. Un tiers de ces produits-là sont aujourd'hui fabriqués en France par des personnes en situation de handicap. Bon, aux États-Unis, on va plutôt traiter la thématique raciale, qui est devenue depuis George Floyd une thématique majeure. Donc on va travailler avec des fournisseurs qui ont un actionnariat ou une direction générale composée de minorités visibles. Voilà, donc ça fait partie des objectifs qu'on se fixe dans le cadre de notre feuille de route et on ne va pas mollir sur le sujet. Olivier, vous êtes dans un secteur très technique. Est-ce que vous avez une approche qui pourrait faire appel, par exemple, au service de Thomas ou... Bien sûr. Moi, je pense que le rôle des achats, c'est justement, on parlait de la transformation, parce que souvent on pouvait dire qu'il faut passer par les achats pour tout faire, etc., pour rentrer dans l'entreprise. Maintenant, c'est vraiment d'accompagner cette... Et je pense que la notion de diversité, elle vient de l'interaction avec cette diversité. Donc d'être en capacité de dire, voilà, je peux travailler avec quelqu'un qui est autiste, quelqu'un qui a d'autres... qui est différent de moi. Et donc, en fait, cet accompagnement des achats par rapport en fait à cette diversité, comprendre l'autre, pour comprendre l'autre, pour justement oser ouvrir les portes en fait de Nicomatic. Je pense que ça c'est quelque chose de très important et qui est très apprécié.
personnellement déjà pour les gens, parce que je pense que ça valorise aussi la relation. Et ça, c'est quelque chose que l'on promeut. Et pour moi, le rôle, on le disait, qu'on ne veut pas que les fournisseurs subissent ce que nous, on n'aimerait pas. Moi, je vais même encore un peu plus loin. Je pense que la notion de partenariat de fournisseurs, il doit être même meilleur que nous. Donc, en fait, on essaie de trouver, on va dire, des fournisseurs et c'est très bien qu'ils soient meilleurs que nous. En fait. Et donc, en fait, ça peut être sur la notion de diversité, ça peut être sur beaucoup d'aspects, mais le fait de dire, en fait, j'accepte que quelqu'un soit meilleur que nous et je vais continuer à qu'il soit meilleur que nous, ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans la fonction achat que je promeux. Je voudrais qu'on termine ce tour de table par une idée que vous avez introduite au début de notre échange. Vous avez dit l'acheteur est mort, vive le nouveau quoi alors? Quelle est la nouvelle appellation que vous préconisez qui permettrait de mieux illustrer la totalité des actions de l'acheteur aujourd'hui? Alors vous partagez déjà l'idée que le mot acheteur est obsolète ou pas, Benoît Coquart? Ouais, alors, je ne sais pas si c'est... moi, je ne suis pas un grand fanat de changer les terminologies pour le plaisir de changer les terminologies, mais je ne pense pas que l'acheteur soit mort. Je pense que l'acheteur a pris une autre dimension. L'acheteuse, d'ailleurs, parce qu'on dit toujours acheteur, mais c'est une fonction qui est assez féminisée. Voilà, diversité. D'ailleurs, on a la chance d'avoir une directrice des achats. Donc je pense que c'est une fonction qui a pris beaucoup de dimensions additionnelles. Alors est-ce qu'il faut l'appeler super acheteuse ou super acheteur ou je ne sais pas. C'est peut-être aux professeurs de nous guider sur cette évolution-là. Ah oui, vous avez dit acheter est en voie de disparition, vous avez dit vous. Oui. J'ai l'article sous les yeux dans décision achat. En fait, je veux bien qu'on discute de ça, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu quand même, parce que je ne suis pas sûre que ça passionne tout le monde. Ah oui. Non, je voulais quand même parler d'une chose par rapport à toutes ces problématiques sociales. Un point qui, je pense, est déterminant. Ma question ne vous intéressait pas, c'est ça? Non, mais ils iront voir l'article, ils le liront avec beaucoup d'attention. Parce que je trouve que c'est super important. On a parlé de la CSRD. On a dit la CSRD, c'est beaucoup de contraintes, etc. D'accord? Mais je voudrais quand même vous parler, pour moi, sur les dimensions sociales. On a parlé de l'inclusion, de l'ESS, etc. On a parlé de la France. Mais je voudrais juste vous dire que pour moi, la fonction qui va vraiment faire changer les choses sur cette dimension-là, c'est la fonction achat. Et sur un sujet, pour moi, qui est déterminant aujourd'hui et qui va être déterminant demain, c'est le living wage. Et le living wage, c'est le salaire décent. Et je voudrais juste vous raconter une anecdote. Il y a un patron achat d'une grande entreprise du CAC 40, j'ai échangé avec lui, et il veut implémenter le living wage auprès de ses plus grands fournisseurs. Il était voir son PDG, et son PDG lui a dit « Génial, super idée, on y va », mais est-ce qu'on a vérifié que dans l'ensemble de nos entités au niveau mondial, partout sur la planète, nous-mêmes, on paye bien l'ensemble de nos propres salariés au living wage et non pas à un salaire minimum légal? Parce que ce n'est pas la même chose. Si jamais vous voulez voir ce que c'est qu'un living wage, allez voir la Global Living Wage Coalition qui vous explique que ça n'a rien à voir avec un salaire légal minimum, mais qu'en fait, on est sur une logique où c'est à un endroit spécifique, c'est un salaire décent qui permet à un travailleur et à sa famille de vivre, de se nourrir, de se loger, etc. Et en plus de mettre un petit peu d'argent de côté en cas de coup dur. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis 2024, la CSRD, elle le met en place pas simplement au niveau comme critère, pas simplement en interne, mais aussi en externe. Et la fonction achat, en fait, en se posant la question sur l'externe, elle est en train aussi de faire bouger l'interne. Et ça, c'est fondamentalement révolutionnaire. Quand Unilever il dit aujourd'hui, moi, le living wage, il est partout chez moi, et à horizon 2030, je veux que sur mes principaux fournisseurs directs, idéalement, ils aillent aussi sur du living wage. Qu'est-ce que font les acheteurs? Ils accompagnent les fournisseurs et ils travaillent dans des logiques aussi de coalition à plusieurs, par secteur, pour faire évoluer les choses. Donc le message que je veux vous dire, c'est que, au-delà de tout ce qu'on a dit, oui, vous allez apporter de l'innovation, de la décarbonation, etc., je pense par ces actions-là, la fonction achat, vous allez contribuer à réduire la pauvreté dans le monde. Et je pense que c'est un message fort. Voilà. Oui, là, on n'est pas en train de vivre un peu en théorie, là où tout se passe bien. Ce sera un critère, c'est un critère de la CSRD. Quand Unilever, il dit, moi je veux systématiquement que, non seulement en interne, Michelin, living wage sur l'ensemble de ses salariés au niveau mondial. C'est de la théorie, ça? Oui. Enfin, franchement, il faut qu'on on le maîtrise aujourd'hui. Non, mais ça, on le maîtrise, mais après... demander à tous les fournisseurs. C'est comme la décarbonation. Le scope 1 et le scope 2, on le maîtrise. Le scope 3, on ne le maîtrise pas. Et pourtant, on travaille dessus. Le living wage, on va travailler dessus aussi. Je peux vous le garantir, c'est le sujet d'avenir. Allez. Donc, intéressez-vous à ça. Living wage. Juste un mot sur la nouvelle appellation. Comment on appellerait aujourd'hui un acheteur?
En fait, je vais faire le parallèle avec Blue One dont on vous parlait tout à l'heure et le triptyque en fait entre la technique, le prix et le carbone. Et en fait, la position de la fonction achat, elle est bien sur ce triptyque, elle est bien dans l'écosystème amont, et c'est ça qui est le plus important. Alors pourquoi j'aime pas trop la partie achat, c'est qu'en fait, moi je fais partie des gens convaincus qu'il faut donner une vision, il faut aider les gens à se projeter dans ce qu'est leur futur. Parce que sinon, quelque part, quand il y a un problème, ou quand ils ne sont pas très à l'aise, eh ben, ils reviennent sur le fondamental. Et dans l'imaginaire collectif, l'achat ou l'acheteur, il a été quand même assez bien décrit par l'entreprise tout à l'heure. Donc, si vous voulez dire, et j'ai ce débat avec Jean-Luc, hein, le problème, en fait, c'est qu'ils n'osent pas. Parce qu'ils se disent, finalement, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, avant que je sois convaincu que j'ai un rôle stratégique dans l'entreprise, dans sa globalité, dans son écosystème, dans sa transformation, bah, finalement, c'est assez confortable de continuer de m'appeler acheteur. Donc voilà, moi j'appelle de mes voeux que vous preniez conscience que c'est un rôle complètement différent, dans une dimension beaucoup plus puissante. J'aime bien ce triptyque prix parce qu'il ne faut pas oublier la compétitivité, mais il faut aider finalement son fournisseur à être plus compétitif. Donc il faut aller comprendre ses problèmes pour l'aider à mieux les résoudre. Il faut lui apporter de la facilité là où il a besoin. Ça, c'est un rôle beaucoup plus élargi. Bon, vous avez déjà fait la première étape avec votre nouveau logo. Mais j'ôte Conseil national des achats. Et je garde que le A, que la lumière, que la vision. Et je vous fais confiance pour trouver votre futur rôle. Merci. Bien. Alors, on va d'abord vous remercier de nous avoir éclairés et de nous avoir apporté tous ces commentaires. Mais la séquence qui suit va vous intéresser. Je vous demande de rester ici parce qu'on s'est dit, tiens, que pensent les jeunes acheteurs ? Comment est-ce qu'elles imaginent leur métier ? Moi, acheteur, j'imagine que je ferai ça. Moi, acheteur, dans les années qui viennent, je rêve de moi, acheteur. Eh bien, c'est la séquence moi, acheteur.